Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de l'épisode 6 de Watchmen, la série HBO diffusée en France sur OCS. Et oui, je sais bien que vous en avez gros puisque vous avez attendu longtemps cette analyse. J'en suis désolé, j'ai fait le maximum que je pouvais. Et si je vous parle aussi de ce t-shirt, c'est parce qu'il est disponible dans un lien en description de la vidéo et que pour le Black Friday et jusqu'au 2 décembre, eh bien, il y a une grosse réduction sur tous les t-shirts du site. Donc c'est peut-être le moment d'en profiter. Revenons toutefois à cet épisode 6, qui est sans doute un des tout meilleurs épisodes de série jamais réalisés. Et puis on peut aussi ajouter que son titre, This Extraordinary Being, correspond à la façon dont Hollis Mason, le premier hibou dans les comics, parlait de Hooded Justice dans son livre Under the Hood. Et c'est donc dans les mémoires de Will Reeves que cet épisode va nous plonger par l'intermédiaire d'Angela qui subit de plein fouet les effets qu'on pourrait qualifier d'hallucinatoires des pilules nostalgia qu'elle a ingérées en masse. On retrouve dans cet épisode majeur la plupart des thèmes de fond de la série, à savoir le racisme et l'impact transgénérationnel, voire même génétique de son traumatisme, le rapport à l'histoire et à la mémoire, mais aussi la puissance de l'image et du cinéma, sans oublier les questions d'identité réelle et cachée, aussi bien celles des individus que des États-Unis. Et même si je meurs d'envie de plonger avec vous dans le cœur de l'histoire, dans le scénario de cet épisode 6, parlons d'abord de sa réalisation magistrale qu'on doit à Steven Williams, qui a déjà travaillé sur de grandes séries telles que Lost, The Walking Dead ou encore Westworld. D'une certaine façon, nous étions prévenus dès l'épisode 5, puisque cet épisode 6 est en noir et blanc, avec des touches de couleur, un peu à l'image de La Liste de Schindler, film remplacé par Pale Horse dans l'univers de Watchmen, sachant que le cheval blanc est une figure récurrente sur toute la saison. Il est même évoqué comme cachant le coffre-fort de Nelson Gardner, alias Captain Metropolis, dans la version fictionnalisée proposée par American Hero Story, même si l'homosexualité cachée de John Edgar Hoover reste fort probable par ailleurs. Pour Will Reeves, l'éruption de la couleur correspond au traumatisme du massacre de Tulsa au son du piano dont sa mère jouait au cinéma. Cet épisode 6 multiplie les plans séquences, les jeux de miroir, tout comme le faisait l'épisode 5, et les transitions ultra élégantes auxquelles on devient presque habitué depuis le début de la saison, que ce soit pour passer de Will à Angela ou encore résumer les années qui s'écoulent dans le foyer des Reeves. Beaucoup penseront au film Birdman dans la réalisation, une comparaison selon moi très flatteuse, et un style d'une telle fluidité qu'il devient comme impossible de lâcher des yeux cet épisode, voilà qui tombe bien quand on va parler d'hypnose et du pouvoir de l'image. Rien que pour sa réalisation, il me semble que cet épisode 6 mériterait d'être nommé aux Emmy Awards, et ça c'est sans même aborder la question de son scénario qui s'épanouit pleinement, déjà après avoir frappé très fort dans l'épisode 5. Et au passage, je reviendrai également sur un ou deux morceaux de jazz de l'époque qui accompagnent parfaitement cette plongée dans le passé. La fumée soufflée sur Watchmen pour en faire Minutemen correspond à celle que Fred souffle au visage de Will. Les Minutemen, c'est donc le nom du premier groupe de justiciers masqués des États-Unis. Ils étaient déjà longuement évoqués dans le comics, ainsi que la rumeur de l'homosexualité de Hooded Justice. Il faut savoir que le nom Minutemen trouve une origine historique aux États-Unis, puisqu'il désignait des groupes de civils combattants, notamment pendant la guerre de révolution américaine. Ils étaient réputés pour leur rapidité de mobilisation et d'intervention, sans oublier aussi tous les aspects troubles qui entourent la notion de milice populaire. Avant les Watchmen, il y avait donc les Minutemen, mais avant les Minutemen, il y a celui qui les a inspirés, à savoir Hooded Justice, et on découvre dans la série qu'il s'agit donc de Will Reeves. Il est assez clair que dans la tête de Alan Moore et Dave Gibbons, Hooded Justice n'était pas destiné à être un homme noir, c'est donc une extrapolation, une extension de l'univers du comics que nous propose ainsi la série. Et de mon point de vue, c'est un choix absolument génial qui résonne en parfaite adéquation avec toute la thématique choisie par cette première saison. Pas la peine de revenir ici sur Bass Reeves, le premier US Marshal noir que j'ai déjà évoqué dans les précédentes analyses et notamment celle du premier épisode. On peut dire que dès le départ, on nous avait donné les clés pour deviner cette identité secrète avec les couleurs portées par Will Reeves et son association avec la notion de pendaison et de nœud coulant. Hooded Justice est le premier super-héros et on reconnaît évidemment les références à Superman, envoyé loin par ses parents juste avant la destruction de son monde natal. Toutefois, on reconnaît également les origines en deux temps de Batman, d'abord avec la mort de ses parents durant son enfance, puis lorsqu'il décide, devenu adulte, de porter un masque pour combattre le crime de rue. Et on reconnaît bien sûr le clin d'œil au premier numéro d'Action Comics avec Superman, un super-héros imaginé par des auteurs juifs et qui deviendra rapidement un symbole du combat contre le nazisme, tout comme le sera Captain America.
Avant tout ça, Will Reeves est un officier de police, sachant que Samuel Battle, celui qui lui remet son insigne, est un véritable personnage historique, le premier homme noir à avoir rejoint la police de New York. Le discours sur le costume et ce qu'il signifie s'entend bien sûr pour les super-héros autant que pour les policiers, et dès cette cérémonie marquée par la ségrégation raciale, puisque le haut gradé ne remettra pas en personne son insigne à Will, ce dernier est mis en garde contre le Cyclope par Samuel Battle. Au passage, il me semble intéressant de souligner que pendant un certain temps de l'existence du Ku Klux Klan, effectivement le plus haut grade d'une cellule de base correspondait bel et bien au titre de Cyclope. Témoin d'un acte de vandalisme incendiaire antisémite, Will est alors confronté à un certain Fred qui le prend totalement à la légère. Certains Américains ont reconnu des similitudes qui laissent clairement penser que ce Fred serait une référence indirecte à Fred Trump, le père du président américain. En effet, Fred Trump avait été arrêté en 1927 lors d'une manifestation alors qu'il portait le costume du Ku Klux Klan et il avait été le premier à développer le concept de supermarché dans le quartier du Queens en 1929. Et on reconnaît au passage l'interprète de Fred, Glenn Fleshler, vu récemment dans le Joker ou dans de nombreuses séries comme par exemple la première saison de True Detective. Le cœur du sujet social de cette première saison de Watchmen reste le racisme et on nous rappelle brutalement que le lynchage était encore en pratique et même défendu dans certains États, et ce bien plus tard encore que les années 30. Et même si je ne doute pas que certains, même ici peut-être dans les commentaires, auront tendance à minimiser l'impact véritable du racisme aux États-Unis, il faut bien avoir conscience que des générations actuelles d'Afro-Américains peuvent avoir des grands-parents ou même des parents qui ont connu une forme de racisme et de ségrégation d'État, ce n'est pas rien. Et en termes de mémoire par rapport à ce sujet, il est frappant de savoir qu'une attaque aussi incroyable que celle du massacre de Tulsa en 1921, qui ouvre la série, est ignorée par une immense majorité des Américains. Dans Watchmen, on ressent une proximité thématique entre le traumatisme du calamar extraterrestre et celui du racisme. Le monstre factice n'avait qu'un seul œil comme le Cyclope, et ses effets psychiques dévastateurs se transmettent entre les générations. Lorsque Will endosse le déguisement pour la première fois, c'est au moins autant par rage que par soif de justice qu'il vient au secours du couple agressé. En le suivant, on comprend qu'il a toute sa vie été sur le fil entre ces deux forces, l'une vertueuse et l'autre destructrice. Et quand il se lance dans sa carrière de Hooded Justice, on entend la chanson I Don't Want to Set the World on Fire du groupe les Ink Spots, les taches d'encre donc, un nom qui ne s'invente pas dans un univers autant marqué par le masque de Rorschach. Malheureusement, sa carrière aboutit bien à un incendie qui lui rappelle celui de Tulsa, alors qu'il a franchi la limite et tué de sang-froid, notamment parce qu'il a été abandonné par Nelson Gardner, malgré la promesse initiale de s'occuper justement du Cyclope avec lui. Et même si je comprends bien que certains spectateurs pourraient carrément se réjouir de voir cette exécution sommaire des membres du Cyclope, on peut dire que l'idéal de justice que représentait Bass Reeves dans le film muet qui a tant marqué Will est alors trahi. Et justement, la chanson qui va accompagner cette scène très forte nous parle de fumer dans les yeux, encore un thème récurrent de l'épisode, mais aussi une façon d'évoquer assez subtilement l'aveuglement qui menace Will alors qu'il se laisse totalement porter par sa rage. Le décalage entre l'histoire réelle et la fiction d'American Hero Story est magnifiquement rendu quand Will fuit l'épicerie et les tirs de Fred en sautant par la fenêtre, plutôt que d'arriver par là pour surprendre des braqueurs. On apprécie au passage la chorégraphie brute et plutôt réaliste des combats et le clin d'œil aux salades de la 7e cavalerie. Et puisque j'évoque la série dans la série, le discours devient encore plus méta avec la présence de Cheyenne Jackson qui incarne la version fantasmée de Hooded Justice alors qu'il est aussi un acteur dans American Horror Story, et le style de la scène peut encore une fois faire penser à une petite moquerie envers la violence stylisée du film de Snyder de 2009. Petit détour par le mesmérisme qui sert apparemment de base aux travaux du groupe Cyclope pour le développement d'un projecteur de suggestion de masse destiné donc au cinéma. Et donc le mesmérisme trouve ses origines dans les théories et les applications pratiques que recherchait Franz Anton Mesmer, un médecin autrichien qui était persuadé de pouvoir trouver des applications thérapeutiques à ce qu'il appelait le magnétisme animal. Sa liaison avec Nelson Gardner ajoute encore une couche de complexité au personnage de Will, illustré par 3 miroirs ainsi qu'une autre chanson des Ink Spots ou taches d'encre, My Echo, My Shadow and Me. Will avait ainsi 3 identités avec le double masque cachant pour l'un son identité d'homme noir et pour l'autre son orientation sexuelle, quelle qu'elle soit au final.
La conférence de presse des Minutemen donne le ton alors que Captain Metropolis coupe la révélation de la conspiration du Cyclope pour plutôt mettre en avant la banque à la publicité raciste déjà vue dans le premier épisode au mur du mobil-home de la 7e cavalerie. Quant à l'intrigue du projecteur capable de contrôler les foules, on peut évidemment y voir une façon d'aborder la responsabilité des œuvres de cinéma comme de télévision dans l'évolution des représentations, des opinions et des phénomènes culturels et sociaux. On voit le pouvoir positif dans le film muet de Bass Reeves, tandis que le projecteur piégé fait des ravages dans cette salle qui diffusait La vie à rêver de Walter Mitty, l'histoire d'un homme dont les rêves d'une autre vie finissent par rejoindre la réalité à l'image de Will. Concernant le lien entre le Ku Klux Klan et le cinéma, il nous renvoie directement à Birth of a Nation, le film de 1915 que certains considèrent comme le tout premier blockbuster hollywoodien. Il s'agissait d'un film patriotique, mais surtout ouvertement raciste, qui avait provoqué à l'époque un véritable renouveau des adhésions au Klan. Et pour en savoir un peu plus à ce sujet, je vous invite à voir le film de Spike Lee, Black Klansman. Mais revenons-en à la perte de contrôle de Will qui sombre dans la rage et exécute tous les hommes de l'entrepôt, notamment en étranglant celui qui avait déjà failli le pendre auparavant. C'est une rage que June reconnaît quand il rentre et qui explique sa décision d'en éloigner leur fils. June symbolisait dès son sauvetage, tout bébé à Tulsa, la soif de justice et de protection qui font d'un véritable héros. En la perdant, Will ne peut que sombrer davantage. Et c'est ainsi qu'on découvre enfin le déroulement des événements menant à la pendaison de John Crawford, sans qu'on sache encore vraiment ce qu'il avait véritablement à se reprocher, au-delà de l'héritage du clan qu'il semble en partie assumer. Que ce soit seul ou avec l'aide de Lady True, Will a développé la technologie de mesmérisme dans une simple lampe torche, et même s'il lutte vaguement, Judd ne peut y résister. Il faut bien se rendre à l'évidence, Will avait dit la vérité, ou quasiment la vérité, dès le début à Angela, sa petite fille. Il avait bel et bien utilisé des pouvoirs psychiques pour forcer Judd à se pendre. Un acte qui vient selon moi donner une conclusion terrible au symbolisme initial du film muet, alors que Bass Reeves poursuivait le shérif corrompu, et qui fait mentir la dernière phrase de Bass Reeves, « Trust the law ». C'est apparemment la grand-mère d'Angela qui vient la sortir métaphoriquement de son coma, même si on peut imaginer une intervention de l'au-delà. Angela s'éveille donc chez Lady True avec un appareil au bras qui nous renvoie à celui que portait Bayan, celle que Lady True façonne comme son clone, comme sa mère l'aurait déjà fait avec elle, si on en croit certaines pistes présentées dans un article du Pitipédia, le site compagnon de la série. Revenons un instant sur le livre que lit Lady True alors qu'Angela s'éveille. Il s'agit de La source vive de Ayn Rand qui a profondément marqué l'idéologie de l'individualisme libertarien. Pour résumer cette idéologie en cherchant à ne pas trop la caricaturer, on peut dire qu'elle met l'individu et même l'égoïsme au cœur de la société et même du progrès humain. Alors c'est vrai, Ayn Rand était opposée à l'intervention des États-Unis au Vietnam, ce qui peut sans doute trouver écho chez Lady True, mais elle était tout autant opposée à l'intervention des États-Unis au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire aussi, sans trop se mouiller, que la vision du monde de Ayn Rand est totalement opposée à celle qu'avait à l'époque, en tout cas Alan Moore, quand il a écrit le comics. Voilà qui laisse songeur quant aux motivations profondes de Lady True et aux véritables effets de son horloge du millénaire. Et justement, je vais en profiter maintenant pour lancer quelques théories. Alors si vous voulez les éviter pour vous conserver une certaine surprise pour la suite, je vous invite, avant de quitter la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et à activer les notifications. En plongeant dans d'autres documents du Pitipédia, on découvre que Nelson Gardner, alias Captain Metropolis, a légué à Will Reeves tous les droits sur Minutemen, ce qui implique sans doute une forme de contrôle sur l'émission American Hero Story. Par ailleurs, on apprend que Lady True a massivement investi dans l'exploration spatiale, mais aussi a distribué des télévisions HD sur tout Tulsa quasiment pour se faire pardonner des inconvénients liés à la construction de la fameuse tour. Et voilà qui fait donc furieusement penser à l'effet de cette association entre Will Reeves et Lady True comme prenant la forme de cette suggestion de masse au travers de l'émission la plus regardée des États-Unis et qui aurait donc un effet particulier à Tulsa au travers des téléviseurs et de la tour du millénaire, mais reste à savoir quel effet en particulier, même si on peut supposer qu'il y aurait un lien avec le racisme d'une façon ou d'une autre. J'en reviens maintenant sur une théorie qui me semble de plus en plus probable au fur et à mesure que j'y réfléchis, et je n'ai pas eu besoin de Reddit pour développer cette idée selon laquelle Cal serait une version du Docteur Manhattan. Alors comment associer ça à la série? Bien sans doute avec le thème de la mémoire. Il me semble que la mémoire de Cal a été effacée. C'est sans doute le fameux incident qui se serait déroulé à Saïgon et dont Angela a plus ou moins connaissance. Alors est-ce que c'est volontairement que le Docteur Manhattan se serait fait effacer la mémoire par Lady True pour pouvoir à nouveau être un être humain comme un autre, sans toute cette préscience qui l'empêche de profiter de la vie?
Ou est-ce que c'est Lady True qui, contre le gré de Dr Manhattan, a réussi à lui effacer la mémoire pour qu'il n'intervienne pas dans ses plans? Je pense qu'on le découvrira dans les 3 derniers épisodes de la série. Quant à la dernière théorie, qui vient elle directement de Reddit, elle concerne le destin d'Adrian Veidt. Je pensais déjà de mon côté que c'était bien Lady True que Adrian Veidt avait appelé à l'aide, car c'est elle qui possède certainement le satellite. La nouveauté et l'idée de génie serait que Veidt serait déjà là, sans doute arrivé lors du crash dans le jardin de la ferme récupéré dans l'épisode 4. Et oui, pour survivre au voyage aussi bien qu'à l'atterrissage, Adrian aurait été statufié en mode Han Solo dans Star Wars, c'est donc le véritable Adrian Veidt que Lady True aurait comme ornement de salon. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à découvrir ma récente vidéo, ma sélection de 3 comics qui pourraient vous plaire si vous cherchez par exemple des idées de cadeaux pour Noël ou tout simplement si vous aimez la bande dessinée. Pour ce qui est de His Dark Materials à la croisée des mondes, eh bien je reviendrai sur cette série sans doute avec 2 épisodes à la fois, semaine après semaine si je trouve le temps. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!